Bonjour et bienvenue sur Indie Maker. Dans ce podcast, j'échange avec des makers qui ont su transformer leurs idées en business florissant. Au-delà de leur success story, nous allons décrypter leur histoire, leur stratégie et leurs challenges. Tout cela afin de comprendre comment ils ont réussi à devenir profitables. J'interroge différents types de makers, des novices, des aguerris, toujours dans le but de comprendre comment ils se sont lancés et comment ils ont rendu leur business périn. Qui que vous soyez, dans ce podcast, vous apprendra à devenir un indie maker. Et le tout sans se prendre au sérieux. Aujourd'hui, on est en présence de Rodolphe Dutel. Alors premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup, avec plaisir. Du coup, Rodolphe, si tu devais résumer ton parcours en 2-3 phrases, comment tu te présenterais ? Alors moi, j'ai découvert Internet en jouant aux jeux vidéo, notamment à la 4e prophétie sur goa.com en 1999, en passant beaucoup trop de temps sur jeux vidéo, JOL, un forum Vébutin où j'ai passé des dizaines ou des centaines d'heures. Et depuis, j'ai continué à regarder les communautés en ligne et regarder comment les personnes pouvaient passer beaucoup trop de temps derrière leur ordinateur. En parallèle, j'ai fait des études de commerce. Je n'ai pas appris à coder, je ne sais toujours pas coder aujourd'hui, mais j'ai commencé mon métier après une école de commerce en travaillant dans le milieu de l'Internet. Je suis rentré chez Google où j'ai passé quelques années et là j'ai découvert le milieu du software as a service. Mon boulot, c'était de vendre Gmail et Google Drive à des entreprises françaises. Donc j'appelais des directeurs informatiques pour leur dire vous avez votre messagerie dans votre grenier ou dans votre cave, pourquoi pas passer sur les serveurs de Google qui sont quand même vachement plus sympas. Et ce discours, ça a allumé quelque chose chez moi. Je me suis dit finalement, pourquoi on a besoin de faire 1h30 aller et retour pour aller au travail tous les matins? Pourquoi on a besoin de passer du temps dans les RER? Est-ce qu'on pourrait pas travailler différemment? Et cette petite question qui a commencé à trotter dans la tête en 2012, on va dire, ça a vraiment commencé quelque chose chez moi qui était le début de mon parcours. J'ai rejoint une boîte qui s'appelait Buffer. Buffer, c'est une boîte qui fait du télétravail. Je les ai rejoints, il y avait 15 personnes dans cette société. J'en suis parti, il y avait 80. Et Tu peux expliquer juste ce qu'il faisait Buffer? Ouais, bien sûr. Buffer aide à planifier une présence sur les réseaux sociaux. Si tu veux envoyer 5 tweets sur Twitter dans la semaine, mais que tu veux pas passer ta vie derrière ton ordi, le dimanche soir, tu vas rentrer 5 tweets dans Twitter et après, comme si tu les avais mis au frigo, elles sortent au fur et à mesure. Ces tweets, cette présence sur les réseaux sociaux. Du coup, qu'est-ce que tu faisais alors chez eux? Je suis rentré pour être commercial, mais comme la boîte grandissait beaucoup, je me suis vite retrouvé dans une position où j'aidais à embaucher et j'aidais la boîte à grandir. C'est une boîte qui a fait le choix d'avoir aucun bureau nulle part, qui est enregistré aux États-Unis et donc qui a embauché à travers 12 fuseaux horaires différents. Ce qui m'a montré les opportunités et les problèmes du télétravail, sujet qui me tient beaucoup à cœur aujourd'hui. Ok. Du coup, est-ce que tu peux peut-être nous parler maintenant de la boîte que tu as, celle que tu as construite? Ouais, bien sûr. En travaillant chez Buffer, je me suis rendu compte que plein de gens, notamment des développeurs informatiques, avaient plus envie de prendre les transports et préféraient travailler selon leur envie, c'est-à-dire de la maison, de coworking space et de café. Là-dessus, moi, j'ai créé un projet en 2014 qui s'appelle Remotive, remotive.io, et c'est le projet sur lequel je suis indie maker aujourd'hui. On a commencé par une newsletter où j'envoyais des conseils 2 fois par mois sur le télétravail et la productivité, et peu à peu, au début, c'était un side project que je faisais soir et week-end en plus de mon salariat, j'ai commencé à rajouter des briques fonctionnelles, un job board, un blog, une communauté Slack. Et puis, les années passant, 3 ans plus tard, en 2017, les courbes se sont croisées et j'ai décidé d'arrêter mon activité à plein temps, qui était chez Buffer, pour devenir indie hacker à plein temps et reprendre Remotive. Et donc, je fais ça maintenant depuis début 2017 à temps plein. Et un cofondateur m'a rejoint, un CTO, ce qui est vraiment super parce que comme je code pas, j'ai quand même fait un projet avec des bouts de ficelle pendant très très longtemps. Il m'a rejoint il y a 1 an et on est associés sur ce projet depuis ce temps-là. Il m'a permis de refaire le site du sol au plafond, ce qui est super agréable et ce qui nous permet d'avoir une meilleure communauté aujourd'hui. Stylé. Du coup, à partir de... Donc, t'es pas passé en direct sur ton projet. À partir de quel moment, de quel MRR t'es passé à fond sur ton projet? Alors, c'est une super question. Moi, pour bien préciser, j'ai des revenus qui sont pas nécessairement récurrents. C'est-à-dire que je m'occupe d'un média. Je ne suis pas dans un SaaS.
J'ai certains de mes clients qui sont récurrents, à peu près 25% à 30% de mon chiffre d'affaires, mais le reste, c'est des revenus mensuels, mais qui ne sont pas récurrents. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse la danse du swag ou la chasse aux sponsors pour aller chercher des gens, parce que sinon, ça ne rentre pas. Donc, c'est quelque chose qu'il faut savoir, même si j'ai des revenus qui sont parfois passifs, ils ne sont pas nécessairement récurrents. Pour moi, le but du jeu, c'était de me dire, si j'arrive à avoir un revenu, qu'est-ce que je ne veux pas dire de bêtises, si j'arrive à faire, je crois que c'était 30 000 euros par an, je pouvais quitter mon boulot, le boulot que j'avais avant, pour basculer sur l'autre projet. Et je crois que les courbes étaient à peu près à ce stade-là quand j'ai basculé, sachant qu'à côté, je pouvais faire du consulting et d'autres choses aussi. D'accord, et ton objectif, c'était de pouvoir release ton temps au maximum sur ce projet, mais tout en te laissant l'opportunité, si besoin de cash flow, d'aller faire des... C'est ça, parce que je partais chez Buffer, les salaires sont publics, se publient dans des spreadsheets, les personnes peuvent y accéder. Moi, j'étais très bien payé sur mon métier précédent, et en fait, je voulais continuer à vivre une vie confortable à travers mon nouveau projet, donc j'étais pas chaud pour tout laisser tomber et repartir de zéro. J'avais envie de repartir sur un truc qui générait un minimum de cash pour pas quitter mon appart, pour pas arrêter un certain nombre de trucs que j'aimais bien faire en fait. Ok. Tu peux peut-être préciser à quel niveau de cash flow chez Buffer t'es parti pour voir un petit peu la bascule de qu'est-ce que t'étais prêt à sacrifier, parce que je suppose que t'es pas parti avec autant... Non, chez Buffer, j'étais payé 128 000 en salaire plus les bénéfices. Donc je vais être un package à peu près 140 000 $, ce qui fait à peu près 10 000 euros par mois. Ok. Du coup, dans ton nouveau... après la bascule, quoi, j'ai plus le mot, mais c'est pas grave, t'avais choisi de t'appuyer seulement sur les revenus de Remotive ou bien utiliser aussi du cash que t'avais peut-être mis de côté dans ton taf précédent? Alors déjà, j'avais un rythme de vie qui était bien en dessous de ce que je gagnais, donc ça m'a aidé aussi à pas avoir une transition qui était trop douloureuse. Et après, comme j'avais eu des demandes de consulting, de faire des discours, de travailler avec des grosses boîtes et des petites boîtes, j'ai fait un peu de conseils sur le côté et je suis pas parti 100% pour Remotive. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que pour moi, Remotive, c'est un instrument pour me dégager du temps et que quand j'ai quitté Buffer, le but c'était de faire 3 trucs. C'était de faire le projet dont on va parler, mais aussi faire un peu de sous supplémentaire en faisant du conseil et pour terminer le truc, d'écrire un roman qui m'a pris 1 an et demi à écrire et sur lequel je bossais tous les matins. Donc Remotive, pendant très longtemps, je l'ai bossé 15 à 20 heures par semaine comme outil financier qui me permet de continuer, tout en sachant que je voulais faire d'autres choses, apprendre d'autres choses qui me ramenaient pas un radis la plupart du temps, mais qui étaient super intéressants. Ok, tu peux donner le nom de ton roman comme ouais, ça s'appelle La 25e et il est disponible sur Amazon en Kindle ou en paperback. C'est un roman en français d'apprentissage sur comment bien démissionner et comment partir à l'aventure. Stylé. Donc c'est un roman, hein, c'est pas une œuvre genre les 15 conseils pour faire un truc, quoi. Oui, c'est ok. Cool. Du coup, maintenant on peut reprendre sur mes questions de première partie. Donc là actuellement, alors c'est pas vraiment du MRR, mais t'en es où de Remotive sur le cash flow? C'est combien t'arrives à dégager par mois? Ouais. Et du coup, est-ce que vous vous payez tous les deux avec le CTO? Alors mon CTO, il est à mi-temps, il est développeur back-end et il a un client principal, donc lui il est à mi-temps, moi je suis à plein temps sur le projet. Par mois, on doit être en moyenne sur du 10 000 euros, entre 10 et 11 000 euros de chiffre d'affaires par mois, 80% effectué à l'étranger, à peu près un tiers en récurrent, avec des beaux mois, avec des mois beaucoup plus calmes. Le mois de décembre et juillet par exemple, c'est des mois plus calmes pour nous. Avec une tendance qui augmente. Faut savoir qu'on a doublé l'année dernière parce qu'on passait d'un petit projet à quelque chose d'un peu plus gros. Donc, on a vocation à faire un truc qu'on aime bien, mais ça ne nous empêche pas de faire des choses à côté. Moi, ça ne m'empêche pas de pouvoir, par exemple, facturer d'autres trucs si je veux ou bosser sur d'autres projets. Ok. Bon, c'est intéressant. Et donc là, tu en as à combien de temps de vie de ton projet? Rappelle-nous les... On a ouvert, moi j'ai commencé le projet en side project, soirée week-end, en septembre 2014. J'ai démissionné de mon travail en janvier 2017 et on a vraiment commencé à 2 associés à plein temps, genre faire le truc sérieusement en janvier 2019. Et là on parle en mars 2020. Donc, Ouais, donc il y a 1 an. Ouais, c'est ça.
On est à 4 ou 5 trimestres qu'on travaille vraiment sérieusement dessus. Et du coup, l'impact de passer à full time dessus, tu l'as vraiment ressenti sur le cash flow? Ouais, c'est incomparable. C'est incomparable parce que le projet a deux parties. Le parti passive, qui est un peu comme une laverie automatique ou un distributeur de Coca-Cola, où la personne vient, elle met une pièce et il y a quelque chose qui tombe. Chez nous, c'est lister un job sur notre job board. Donc ça, c'est passif. Et il y a toute la partie active où, quand tu as une belle laverie automatique, c'est beaucoup plus simple d'aller vendre et faire de la prospection, ce que je fais assez régulièrement, pour vendre des packages ou des deals récurrents, parce que ce que tu proposes, c'est vraiment 2020. C'est pas quelque chose qui tient avec du bout de ficelle qu'on aurait fait à l'arrache en 2016, comme ce que je vendais précédemment. D'accord, et t'as quelque chose où tu peux proposer vraiment un package qui fait une offre solide pour des entreprises, quoi. C'est ça. Et comme toutes les marketplaces du monde, tu as besoin de ménager la chèvre et le chou, c'est-à-dire la personne qui cherche un boulot et la personne qui recrute. Il faut faire du content marketing pour donc les postulants, parler de salaire, parler d'entreprises qui embauchent, et aussi faire de la prospection commerciale pour les entreprises qui, elles, peuvent donner un chèque de 300-400 $ à une foultitude de job boards comme moi. Donc il faut leur expliquer pourquoi nous sommes différents et expliquer pourquoi on pourrait avoir une relation un peu plus récurrente, ou en tout cas sur des packages, quoi. D'accord. Et donc du coup, tu parles du fait que tu fais un peu de marketing sur les salaires et sur les entreprises. Et quand tu parles d'entreprises, tu arrives à faire des partenariats peut-être avec eux où ils t'apportent du revenu aussi sur le content? Alors, parfois je fais, quand on est sur des business qui sont perpendiculaires, comme par exemple des boîtes qui aident à faire du paiement, qui t'aident à payer pour une raison ou une autre, c'est-à-dire, voilà, t'es freelance, ils aident à verser ton salaire, ça c'est des bons partenaires, des gens qui font des sacs à dos, des gens qui font de la newsletter. On arrive à faire de l'affiliate, on arrive à faire des backlinks, on arrive à faire du content marketing, donc toute une dimension non-tech qui nous permet d'avoir plus de visibilité. Dernier exemple en date, des Américains ont écrit un guide de 330 pages sur le télétravail, et le fait d'être un contributeur, c'est important pour moi parce que ça me permet aussi d'avoir plus d'expertise quand je fais du démarchage aux États-Unis ou en Californie par rapport à quelque chose qui va être un ouvrage de référence sur le télétravail. Donc il y a un vrai thème de positionnement commercial pour être en pointe, quoi. Ok. Oui, c'est vraiment intéressant cette stratégie parce que je trouve que dans tous les projets indie, il y avait une vraie problématique de faire venir des clients à toi parce que tu es indie, tu es tout seul, tu es une petite structure en général. Et il y a beaucoup d'indies qui utilisent le content pour justement faire venir des gens sur leur plateforme. Un des plus connus là-dedans, je pense, en français, c'est Basile Samel. Je pense que tu connais. Qui a créé une plateforme là, qui s'appelle Bouquin. C'est pour lire des livres en ligne d'une manière beaucoup plus sympa que d'habitude. Et il fait beaucoup de content. Je sais pas si tu connais Makerlog. Non, je suis pas sûr. Une petite plateforme pour les makers, les indie makers, qui puissent mettre en fait leur avancement quotidien sur une plateforme, et comme ça tout le monde s'encourage, ça crée de la cohésion, si tu veux, de gens qui sont pas du tout en train de bosser ensemble. Trop bien. Et du coup, je pense que il est premier sur cette plateforme. C'est-à-dire que il arrive à, depuis qu'elle existe, poster au moins tous les jours un achievement qu'il a fait pour ses différents projets. Ah ouais. Et il est ultra régulier, ouais, et il poste tous les jours des articles de blog. En fait, il s'était créé un défi qui était de faire au moins un article de 100 mots par jour pendant un an. Et du coup, il l'a fait. Et de ça, il en a fait un méga article qui rassemble tout ce qu'il a appris pendant un an. Enfin, une super stratégie de contenu, et qui fait qu'il il a beaucoup de trafic qui vient naturellement, quoi, grâce à son content. Il a produit comme un monstre, hein, c'est vraiment... j'arriverai jamais à faire ça. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment quelque chose qui marche plus que n'importe quoi d'autre, quoi. Pour le coup, pour le podcast, j'essaie de faire de la pub. Le ratio investissement-retour est vraiment mauvais versus je fais un bon article sur LinkedIn. C'est 1000 fois plus efficace, quoi. C'est sûr. Donc voilà, je trouvais ça intéressant à relever. Ouais. Du coup, pour tes projets, donc on va revenir un petit peu où on en était. Remotive, c'est le premier projet que tu as voulu créer,
ou il y en a d'autres que tu m'as cachés qui n'ont pas marché? Non, j'en ai fait pas mal d'autres qui n'ont pas marché. Je me suis fait un blog perso qui était un blog de curation, qui était juste sur les sujets qui, moi, m'intéressaient, qui a fait un flop énorme en 2014. J'ai fait un profil... Qu'est-ce que tu appelles un flop énorme? Bah, tout le monde s'en foutait. Enfin, c'est pas un problème, mais... Oui. Moi, j'ai des intérêts assez divers et il n'y avait pas de cohérence, il n'y avait pas d'audience, il n'y avait pas vraiment de stratégie. Du coup, c'était plutôt un pêle-mêle, comme télécharger ton cerveau sur un truc. Et c'était intéressant, mais c'était comme si j'ouvrais mon Evernote ou mon Notion à tout le monde sans vraiment avoir de ligne directrice, à une époque où j'avais pas encore de spécialité sur aucun domaine. Donc, je me suis fait plaisir, mais c'était pas un projet que ça t'a permis d'apprendre, mais ça n'a pas permis voilà. de driver du... Ouais, je comprends totalement. Et mon petit projet coup de cœur, c'était 2011-2012. On avait fait une page Google+, figure-toi, en tant qu'ancien employé Google, c'était bien à la mode, sur lequel je crois qu'on a fait plusieurs millions de vues sur de la curation visuelle. Donc on faisait de la curation d'images sur plein de trucs, de l'architecture, de la photo en noir et blanc, On essayait de se faire un petit Pinterest avant Pinterest, mais juste sur notre goût, pour essayer d'aller chercher les autres curateurs visuels qui avaient des millions et des millions de vues et qui avaient tellement de trafic qu'ils arrivaient à en vivre en monétisant de la pub, en fait. Donc on a fait ça avec un copain pendant un an et demi. On n'a jamais réussi à faire de la pub, mais on a appris à utiliser les réseaux sociaux, ce qui m'a permis, sans le savoir à l'époque, d'avoir mon job chez Buffer parce que j'avais compris le secteur sur lequel il bossait à force de passer soirée et week-end à faire un projet où il n'y avait pas de sous, mais qui me passionnait, quoi. Super intéressant. Et je pense qu'il y a souvent des gens qui voient pas ce truc-là, que tu fais des investissements ou... Tu sais, c'est l'histoire de Steve Jobs avec Connect the Dots. Mm-hmm. Il y a des choses que tu investis, que tu fais, et en fait, c'est dans le futur que tu verras comment ça t'a amené à où t'en es maintenant, quoi. Absolument. Alors que sur le moment, t'en as aucune idée, et tu te dis, ça sert à rien ce que je fais là. C'est intéressant. Du coup... ça ressemble un peu au projet qui est maintenant ultra connu, c'est Unsplash. Unsplash, ouais, qui te propose une sélection de photos libres de droit. Ouais. Eux, ils l'ont fait et très bien fait, au sens où ils ont sourcé des photos Edge Quality que tu peux télécharger après un petit captcha et sans même te loguer. Et ils peuvent faire des partenariats avec des gens comme Shutterstock et d'autres providers premium vers qui les entreprises se tournent pour avoir des licences et pouvoir remettre ça dans leur pub et PowerPoint. Ce qui fait qu'ils ont un business model derrière, le tout gratuit, d'aller diriger les gens vers du premium, ce qui est bien. Nous, à l'époque, on avait envie de faire un projet artistique, mais pas nécessairement de faire un business, ou en tout cas, on n'était pas du tout connecté là-dessus à l'époque. Mais c'était rigolo, on a passé un bon moment. D'accord, ouais. T'es vachement bien renseigné sur ce projet. J'avais aucune idée de comment ils monétisaient leur content. C'est énormément de trafic, donc ils se doivent en fait d'avoir une offre freemium, parce que sinon au niveau serveur et niveau trouver les bonnes qualités, il y a une certaine curation, il faut avoir un œil quand même pour savoir ce qui se passe, ce qui passe bien, ce qui passe moins bien, c'est compliqué. Top ranker les résultats, c'est rigolo aussi parce que tu as tout un système de tag qui tourne derrière. Donc, franchement, c'est un bon problème. Il y a pas mal de trucs rigolos. Ouais, clairement. C'est que c'est un des outils qui fait qu'un des projets que j'ai fait permet de fonctionner, même s'il n'y a pas beaucoup d'utilisateurs. J'ai fait une petite app parce que, si tu veux, je trouvais que c'était super chiant de trouver des citations. Tu sais, genre, il y a plein de petits trucs que t'offres à Noël, là, qui te donnent une citation par jour, des trucs comme ça. Mm-hmm. Sauf que j'avais pas envie que ça soit du papier. Je trouvais ça nul. Et dans les applications, et toutes les applications qu'il y avait, c'était blindé de pubs, l'interface était horrible, t'avais 10 000... c'est genre, vu que c'est tout simple, l'idée, en fait, ils ont complexifié l'application parce que, je sais pas, ils se disent que faire une application avec juste une feature, c'est l'ego de développeur, sûrement. Du coup, je me suis fait une application comme ça qui permet d'avoir une citation et je me suis dit, bon, on va pas juste mettre une citation, on va mettre un fond d'écran. Du coup, avec les citations, je trouve des tags et je mets les tags dans un draw et ça récupère une image. Du coup, j'ai une image jolie avec une citation. En général, c'est à peu près assorti, donc c'est et ce service m'a trop aidé, quoi, pour ça. Sympa. Mais gratuit, pareil, je l'utilise et aucun... API. Ouais, voilà, c'est ça, juste par API. Ça marche plutôt bien. C'est même pas une API, en plus tu peux tout faire avec l'URL. Dans l'URL, tu peux mettre les tags à l'arrache, t'as même pas besoin d'avoir un truc. Okay.
un truc vraiment formaté ou de demander des droits, quoi. Juste avec une URL, ça marche. C'est totalement fou. Je trouve ce service beaucoup trop bien. Bon, eh ben après avoir fait l'éloge de Indra, on va pouvoir un peu continuer. Donc du coup, tu nous as dit ton revenu actuel. Ce que j'aimerais savoir maintenant, c'est un peu, c'est quoi ton objectif avec Remotive et où tu veux aller? Ouais, écoute, c'est un projet d'indépendance, Remotive toujours, au sens où, idéalement, j'aimerais avoir plus de business récurrent, j'aimerais continuer à diversifier un maximum. Diversifier un maximum, ça veut dire avoir du B2C au niveau de ma communauté et des cours en ligne que je fais, et du B2B au niveau des offres d'emploi et parfois des publicités en display / newsletter que j'offre. Le but étant de monter avec la vague du télétravail. Maintenant, on fait du contenu depuis 2014, donc on a un petit peu d'avance par rapport à d'autres, mais on est beaucoup à parler du même sujet, surtout en ce moment, par ces temps troublés. Et donc, le but du jeu de Remotive, ce serait d'arriver à peu près 200-250 000 euros par an de chiffre d'affaires. Ça, ce serait vraiment très, très stylé. Et en fait, d'avoir le contrôle de notre temps plutôt qu'une croissance explosive. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir la flexibilité de pouvoir faire d'autres choses, y compris, comme j'expliquais tout à l'heure, des choses qui n'ont rien à voir avec le business, beaucoup plus que monter le prochain Facebook, ce qui ne m'intéresse pas du tout. J'ai eu la chance de pouvoir être un manager avec une équipe jusqu'à 4 personnes. Je pense que c'est une expérience, si ça intéresse les personnes, qu'il faut pouvoir tenter. Je suis content de l'avoir eu. Après, moi, je n'ai pas vocation à devenir une personne qui embauche beaucoup, un manager et quelqu'un qui va être beaucoup dans la gestion des personnes. Donc, j'ai envie de construire quelque chose d'assez automatisé, assez diversifié, qui continue à targeter des anglophones. On est à 90% de business en dehors de France aujourd'hui. Tout est fait en anglais. J'aimerais bien développer notre API payant qu'on commence à monétiser aussi. Donc j'ai plein de petits projets pour passer en gros de, si on fait une bonne année, de 120, 140 000 à 200 000 quoi. L'API que tu fais, c'est juste pour permettre via API de poster des jobs? Alors on a une API de lecture qui permet aux autres job boards de voir les jobs qu'on display et de rebalancer chez nous en fait. C'est-à-dire que quand tu cliques sur postuler, tu reviens sur Remotive. Donc ça, c'est la première chose qu'on propose. Et ça, on va pouvoir le monétiser de plusieurs manières différentes, je pense. Et la deuxième petite partie d'API, mais c'est plus un gris-gris, c'est dire que si tu as un logiciel de recrutement, les plus gros étant Greenhouse, Lever et Workable, tu peux prendre l'URL de ce listing, le mettre directement dans notre plateforme et ça te permet de le pré-remplir les champs afin de le promouvoir chez nous. Donc, tu n'as pas besoin de copier-coller tous tes champs et faire une offre depuis zéro, comme si tu faisais sur le Bon Coin une offre depuis zéro. Tu peux pré-remplir à, mettons, 90% le listing qui est fait chez nous. Stylé. Avec des intégrations en amont, on est devenu partenaire chez Greenhouse officiel, par exemple. Donc, du coup, maintenant, on a accès à plus de features développeurs qui nous permettent d'être directement dans le back-office des logiciels de recrutement. Genre un click to deploy Remotive, quoi. Oui, et puis le tracking suit, c'est-à-dire qu'ils peuvent traquer au clic par clic, au candidat par candidat, quelles personnes sont venues de chez nous, ce qui est très important quand tu es dans une logique héroïste en tant que recruteur, ce qui est bien normal. Ok, ouais. Ah oui, c'est vraiment quelque chose que j'avais pas pensé, l'intégration sur ton type de business. Bon, après, en même temps, je le fais pas, mais c'est cool que tu le relèves. En tout cas, ça va faire. C'est intéressant, c'est l'intégration verticale en fait. Tu prends la chaîne de valeur et tu vois que la personne qui vient chez toi effectue une action, le job to be done. En fait, cette action, si tu montes un niveau dessus, tu te rends compte que tout le monde gère ses candidats à travers des logiciels, parfois à travers des Trello, parfois à travers des spreadsheets, mais souvent des logiciels. Et donc, c'est avec ces logiciels-là qu'il faut être en bisbille pour réussir à, je pense, capter plus d'attention. Clairement. Et est-ce que ces logiciels-là, ils ont leur propre... ils permettent de déployer sur ton propre job board? Oui. Oui, la réponse courte, c'est oui. Il y a bien entendu un revenu share qui s'organise, puisque eux on capture à la source un pourcentage du revenu qui varie selon les plateformes. Après, eux, ils ont intérêt à travailler avec peu de partenaires qui ont des bons ROI. Donc, le développement commercial, pour être partenaire officiel de je sais pas quoi, faut penser 4 à 6 mois, tu vois. En faisant les calls avec les gens à San Francisco, en passant bien, en étant introduit, etc. Donc, c'est des paris moyen long terme, mais c'est clairement du business développement, quoi. Ok, ouais. Oui, donc il y a un gros taf derrière pour pouvoir être accepté par ces plateformes.
C'est ça. Et ils te pourquoi demandent être quelle bien placé. clientèle tu as en commun, qu'est-ce que tu vas faire avec leur API. Tu signes des tonnes de papier. Enfin, c'est particulier. Et du coup, ça, c'est un travail que tu as pu commencer à faire une fois que ton CTO t'a rejoint. C'est ça. Une fois que je savais qu'on avait les bases techniques, c'était beaucoup plus simple pour moi de raconter notre histoire et surtout de pouvoir garantir un certain niveau de qualité à mes clients. Avant, c'était beaucoup de goodwill, où les personnes venaient supporter la plateforme en cherchant une audience. Aujourd'hui, comme on est plus quantitatif, on peut traquer les clics, on peut traquer le nombre de personnes qui ont vu une annonce. Donc, c'est plus simple pour moi de mettre en avant mes témoignages clients. Avant-hier, j'ai reçu un petit message sur Slack. On a réussi à trouver un développeur back-end 3 semaines après avoir posté notre annonce. C'est une boîte allemande qui a trouvé quelqu'un qui est en Ukraine. Et la fois dernière, ils ont trouvé quelqu'un qui était en Irlande. À travers Remotive, ils ne se seraient jamais rencontrés autrement. Donc quand tu vois le cas d'étude à l'œuvre, c'est plus facile de raconter cette histoire aux personnes suivantes, quoi. Oui, clairement. Du coup, est-ce que tu peux nous donner un peu plus de chiffres? Tu as parlé le nombre de clics sur annonce. Est-ce que tu as un chiffre moyen en tête peut-être de gens qui visitent des annonces? Alors ça, c'est c'est compliqué à partager. Je peux te donner, en gros, c'est plusieurs milliers de personnes vont voir une annonce et ça dépend du job, s'il est sexy ou pas sexy, accessible ou non, senior ou pas, si les critères sont ceci, cela, mais c'est souvent des dizaines, voire des centaines de personnes qui postulent grâce à nous. Et c'est des personnes qui n'auraient jamais vu l'annonce autrement. Donc notre avantage net, c'est par exemple Screen.io qui est quand même une boîte qui grandit de plus en plus, qui est à Paris, San Francisco. Ils sont à peu près 80. Ils ont trouvé un développeur Java qui habite en Europe de l'Est grâce à nous, qu'ils n'auraient pas trouvé autrement parce qu'ils n'arrivaient pas à le trouver sur juste lister ça sur leur propre réseau et leurs propres amis, quoi. Tu vois. Et oui, c'est ce qui manque aux boîtes en général. On est le welcome to the jungle du remote, en gros. Ouais. Mais c'est intéressant ce point de vue-là parce que c'est quelque chose que j'ai vu dans une boîte chez qui j'ai bossé, peut-être que tu connais, qui s'appelle Tucontuco. Oui. Et du coup, là-bas, en fait, ils font un énorme taf de network de développeurs. En gros, ils font beaucoup d'événements, ils hébergent pas mal d'événements sur Paris. Alors, je sais pas trop comment ils vont faire maintenant avec l'épidémie actuelle, mais en tout cas, ils créent un énorme réseau justement pour pas avoir ce problème-là de, en fait, on a tapé dans tous les gens qu'on connaît, il y a plus personne, comment on fait maintenant, quoi. C'est ce que j'entends beaucoup au téléphone avec notamment des dirigeants de FinTech qui se disent qu'ils payent plus que le marché. Ils veulent des personnes en Ile-de-France et ils se rendent compte que si tu regardes les levées de fonds FinTech dernièrement, c'est des gens qui lèvent des dizaines ou des centaines de millions. Je ne sais pas si ça durera tout le temps avec la récession qui sûrement s'annonce, mais en tout cas, au bout d'un moment, tu as un nombre défini de développeurs seniors qui peuvent se déplacer par RER pour venir jusqu'à ton bureau. Et si tu en veux plus, tu es obligé d'élargir tes recherches. Oui, clairement. Enfin, on vit déjà depuis très longtemps la pénurie de développeurs et c'est pour ça qu'on est ultra recherché, mais si tu te bornes à seulement ta localité, tu te mets dans une impasse gratuitement, quoi. C'est ça. Et en plus, tu rajoutes à ça tous les trentenaires qui ont habité Paris ou l'Île-de-France et se rendent compte qu'ils n'arriveront pas à acheter, c'est juste beaucoup trop cher. Donc quand tu veux la pièce en plus ou simplement pouvoir respirer un bout de jardin, souvent les gens prennent le TGV et pour autant veulent pas nécessairement démissionner. Et c'est ça qui conduit le télétravail au-delà de l'épidémie, c'est des personnes qui partent à Nantes en voulant garder un salaire et une ambition parisienne, par exemple. Oui, ce qui est par exemple clairement mon cas. J'étais à Paris et j'étais chez Tucantuco et puis là je suis cofondateur d'une boîte et on est tous en remote parce qu'on voulait pas forcément rester à Paris, quoi, mais on voulait quand même garder le business à Paris. C'est ça. C'est beaucoup plus efficace, quoi. Exactement. Alors tu m'as fait penser à une question juste avant sur les ah oui, ça y est, ça me revient. Sur les datas, tout à l'heure tu m'as parlé à peu près du nombre de clics que tu pouvais avoir par annonce et t'as amené le sujet de en 3 semaines on a trouvé notre chaussure à notre pied, quoi. Mm-hmm. Donc est-ce que t'as de la data sur ça? Grâce à toi, en général, c'est quoi la moyenne de temps pour recruter? Est-ce que c'est un bon chiffre à déjà regarder? Et est-ce que tu l'as en tête? Alors en fait, le petit secret du milieu du recrutement, c'est que tu sais jamais d'où viendra le prochain candidat, la prochaine candidate.
Si tu travailles en France, typiquement, tu vas aller travailler avec HireSuite, par exemple, qui va te proposer de trouver un développeur ou une développeuse et tu vas les payer jusqu'à 10% du salaire de la première année ou peut-être même plus. Donc, tu peux payer 5 10 000 euros pour recruter une personne. Nous, aujourd'hui, on ne peut pas quantifier ni garantir que tu vas trouver quelqu'un d'important avec nous. On est juste un moyen supplémentaire de diffuser une offre. Parce que parfois, ils vont voir une offre sur un site, par exemple Welcome to the Jungle, ensuite ils vont la voir chez moi, et ça va faire qu'ils vont penser à la boîte, et 2 semaines plus tard, au milieu de nulle part, ils vont voir un tweet avec la boîte, et ils vont postuler directement chez la boîte. Donc moi, mon ROI direct, il est quasiment indémontrable, sauf si la personne dit « Je n'ai vu votre offre que chez Remotive, j'ai postulé grâce à eux, et c'est grâce à eux que je suis là », ce qui m'arrive parfois. Mais très souvent, ce qu'on arrive à faire, c'est attirer 10, 20, 30, 40 personnes qui vont avoir connaissance de la boîte. Et peut-être que je vais attirer un marketeur vers une société lambda qui a une offre d'ingénieur qui est disponible. Mais ce marketeur, il va rester en contact avec la boîte. Et quand l'offre de marketeuse se sera ouverte 2 mois plus tard, eh ben, ayant fait la connexion, quelque part, cette personne viendra parce que j'aurai réussi à faire connaître la boîte. Tu vois ce que je veux dire ? C'est l'heure de la pause. J'en profite pour te rappeler de noter le podcast et si tu souhaites m'aider à l'améliorer, mets un commentaire car je les prends tous en compte. Dernière chose, si tu connais des makers que tu aimerais voir dans le podcast, va sur indiemaker.fr, tu pourras voter pour ceux que tu voudrais voir et ne t'inquiète pas, si un maker est absent de cette liste, tu peux toujours l'ajouter toi-même. On reprend, c'est parti. Oui, en gros, tu as le même impact qu'un réseau social ou tu fais de l'écho, mais tu peux pas être persuadé que la source vient de toi ou que c'est ça. Être persuadé que la source vient de toi, aujourd'hui, selon le marché du recrutement du développeur parisien, ça veut dire garantir généralement 20 à 25% du salaire de la première année d'une personne. Donc pour un développeur à 60 000 euros, ça, c'est une certitude qui coûte 12 000 euros. Tu vois. Donc comme moi, je fais des offres d'emploi entre 300 et 500 euros selon les prestations et la TVA. Je me place en porte-voix, en microphone, en amplificateur, mais je ne peux pas aller sur les garanties, ni même ce qu'on appelle Service Level Agreement, qui te dit si tu n'as pas trouvé en 3 semaines, je te rembourse, parce que je ne prends pas 12 000 euros. D'accord. Ouais. Oui, tu n'es pas du tout placé sur le même marché. Ok. C'est ça. Donc on est souvent complémentaires et très souvent des boîtes parlent à des chasseurs de tête, parlent à leur réseau, par exemple le réseau eFounders, The Family, etc. Et en parallèle, parce que c'est des compétences qui sont dures à trouver, ils viennent nous voir pour qu'une personne émerge d'Aix-en-Provence, du Portugal, d'Ukraine ou d'autres endroits où ils n'auraient jamais cherché autrement. D'accord. Ouais. Alors, c'est une question qui me taraude, puisque depuis tout à l'heure, tu parles des gens qui arrivent à recruter, donc les Allemands qui sont arrivés à recruter en Ukraine. Quand ils font ça, ils se basent sur un salaire allemand parce que la boîte est allemande ou alors ukrainien parce que la personne est en Ukraine? Ça, c'est la question à 1 million de sesterces. Chacun a une décision différente par rapport à ça. Il y a des gens qui vont dire « je paye la même chose partout ». Peu importe où t'es, je te paye la même chose partout. Ça, c'est les gens de Basecamp.com, par exemple. Jason Fried et DHH. Il y a des gens qui disent on va voir où t'habites et selon où t'habites, on va ajuster ta paye. Ça, c'est les gens de chez Buffer, par exemple. Et t'as des gens qui disent moi, je suis capitaliste, on va jouer le marché, donc je vais te dire que je vais te payer parmi les meilleurs de ta ville. Si t'es à Kiev, en Ukraine, je vais te payer parmi les meilleurs Ukrainiens. Mais par contre, évidemment, il y aura une différence entre le ou la meilleure à Kiev, le ou la meilleure à Paris. Donc, tu as 3 écoles. Et chaque boîte pense différemment. Moi, j'ai ma petite opinion, mais je vois que mes clients font chacun leur truc pour des raisons économiques et puis pour des raisons de préférence aussi. Ok. Et est-ce que ce choix, tu vois que ça a un impact sur la capacité à recruter ? Les marchés ne sont pas tendus. Comment dire ? Les marchés ne sont pas aussi tendus dans toutes les géographies. Ce que je veux dire par là, c'est que si une boîte américaine basée à San Francisco cherche une personne qui a de l'expérience dans la Silicon Valley et est américain ou américaine, tu es obligé de payer un développeur, même junior, entre 80 et 150 000 $. Par contre, si cette même startup se dit « je suis d'accord pour augmenter mon pool de candidats et avoir une personne qui va nous venir d'Asie ou d'Europe de l'Est », généralement, ils vont offrir un petit peu moins, sachant qu'il y aura le challenge supplémentaire du décalage horaire et peut-être aussi des barrières culturelles ou de langage si la personne n'a pas travaillé avec les Silicon Valley avant. Ouais. Moi, ce que j'ai tendance à dire là-dessus, pour terminer un petit peu ce truc-là, c'est il faut être transparent avec les personnes. Tu peux décider de payer plus ou moins, tu peux décider d'embaucher des personnes dans certaines géographies ou juste dans un pays donné. L'important dans tout ça, c'est que ce soit clair pour tout le monde.
C'est pas qu'il y ait une personne qui soit dans son coin en disant « Est-ce que l'autre à côté de moi, il gagne 3 fois plus que moi ?» Parce que là, tu donnes la prochaine fois que les personnes feront une retraite d'entreprise, chacun va boire 3 bières et au bout de 3 bières, tout le monde se dit son salaire. Donc, il faut pas qu'il y ait un loup, et pour pas qu'il y ait de loup, il faut être transparent. Explique la manière dont tu paies tes gens et tu n'auras pas de soucis. En gros. C'est rigolo parce que j'ai l'impression que plus on parle de taf en remote et plus, vu qu'il y a plein d'inconnus pour les gens, la seule vraie solution, c'est de devenir vraiment honnête dans la manière de run un business. En tout cas, quand tu veux le faire en remote, si tu veux avoir un vrai business pérenne, tu es obligé de faire ça. Et je trouve ça vraiment cool. Parce qu'il y a plein de boîtes qui fonctionnent en, je sais pas comment on dit l'inverse de remote, sur place. Ouais. Et qui ont un problème avec ça, avec les salaires, avec la négociation. C'est pas dit clairement, et puis tu finis par le découvrir. 2 mecs ont été recrutés en même temps avec le même niveau, mais il y en a un qui est payé 1,5 fois plus que l'autre. C'est ça. C'est comme si le remote, c'était la partie qui émerge de l'iceberg, et ce qu'il y a sous l'eau, le gros truc énorme, c'est la confiance. Si t'as pas la confiance dans le bureau, ou hors du bureau, ou en remote, ou quand tu te tiens sur une jambe, peu importe, ça va pas marcher en fait. La confiance, c'est documenter, c'est être aussi explicite que possible contre implicite. Implicite, c'est les non-dits, c'est la politique d'entreprise, c'est les petites bisbilles pour négocier, etc., etc. Si tu as une bonne confiance au bureau, tu me feras du remote de qualité. Et petite parenthèse, avec ce qui se passe aujourd'hui, avec malheureusement la quarantaine, c'est ça qui est un petit peu différent. C'est qu'avec la quarantaine, s'il y avait des tensions au bureau, il y aura des tensions en remote. Donc c'est pas une représentation fidèle de ce qu'est une équipe en remote productive que dire vous êtes tous au bureau, demain vous n'avez pas le droit d'aller au bureau, donc tous sur internet et ce sera très bien comme ça. C'est pas une vraie solution, quoi. C'est pas fonctionnel. Alors pour faire une petite parenthèse, donc actuellement on est le 3e jour de confinement, donc le 20 mars de confinement en France. Voilà, pour donner un petit ordre d'idée, vu que cet épisode ne sortira pas à la date où on le tourne. Ok. En tout cas, c'est intéressant d'avoir ce point de vue. Je pense que c'est d'actualité. Et en plus de parler de ton projet, ça va aider plein de gens, je pense. Super. Ok. Alors, laisse-moi reprendre ma petite trame. Donc, on a parlé de tes objectifs. Maintenant, on va passer un petit peu sur ma deuxième partie, qui est sur le futur de tes projets en général. La première de ces questions, c'est comment tu as détecté que donc Remotive, c'était une idée viable, et comment en général tu détectes une bonne idée que tu veux faire? Je pense que détecter une bonne idée que tu veux faire, c'est quand les gens s'inscrivent à ton truc ou viennent te chercher pour le faire, même quand toi, t'es pas sûr d'y aller ou pas. En gros, pour moi, c'est un thème de demande. Pour Remotive, quand j'ai commencé la newsletter, je savais pas exactement ce que j'allais écrire, mais il y avait assez d'intérêt sur le sujet, sans même parler de monétisation, sans même parler de traction au sens produit du terme. Il y avait assez d'intérêt pour que, quand je parte me coucher, je passais une nuit et quand je me réveillais, il y avait plus de personnes inscrites sur ma newsletter que avant ma nuit. Et ça me paraissait être un truc incroyable, que des gens que je connaissais pas personnellement étaient tellement intéressés sur le sujet et ils avaient été tellement galères d'informations qu'ils étaient capables de me voir comme une des sources potentielles qui pouvaient les aider à résoudre un problème. Donc pour répondre à ta question... T'étais l'expert, quoi. Ouais, c'était un petit peu ça. Et ça, c'est un unfair incroyable sur la partie distribution. Et plein de fois, je suis complètement... en kiff sur une idée de side project, je commence à avancer là-dessus, je me dis ça pourrait être sympa et après je regarde autour de moi et quand je dis qui ça intéresse, personne ne lève la main. Donc pour la suite et pour répondre à ta question, comment détecter qu'une idée est viable, c'est que si tu dis demain c'est disponible, tu as 50 personnes qui peuvent s'inscrire pour un essai gratuit, je parle même pas encore de payer avec les cartes de crédit dans les mains, mais tu as au moins 50 personnes qui disent moi j'ai vraiment envie de faire le truc que tu es en train de faire. Donc soit tu fais un clone de quelque chose, quand tu as peu de ressources, tu es indie hacker, parce que le besoin est déjà validé, soit tu vas sur un marché de niche, mais sur lequel tu as de la connaissance, ou en tout cas un certain réseau, quoi. C'est rigolo, ça, tu viens de valider la dernière idée que j'ai lancée avec cette phrase, parce que j'ai fait un petit tools. Ouais. Je fais des posts sur LinkedIn comme toi,
Et j'ai jamais de stats sur ce que je fais, donc je sais pas ce que toi tu fais pour avoir des stats, ou si tu mesures pas du tout, mais j'essaie de mesurer moi quand je poste sur LinkedIn, et à part payer LinkedIn ou payer un outil qui est le même prix que LinkedIn, globalement il n'y a pas de soluce. Donc je me tapais tous les jours à aller sur LinkedIn et récupérer les datas de mes posts et les mettre dans un spreadsheet. Pas vraiment efficace, donc comme je suis développeur, je me suis développé un petit tools en m'inspirant d'un mec qui est passé dans le podcast, Guillaume Moubèche, qui a fait un outil. Voilà. Et du coup, lui, il a fait un petit outil, une extension Chrome. Du coup, j'ai demandé des conseils pour me faire la même chose, pour juste avoir des stats. Ouais. Et du coup, je l'ai posté vite fait. Je l'ai fait, tu vois. Bon, il est cool, tu vois. Mon projet est cool. Je me suis donné pour le faire. Mais j'ai fait ça en 2 jours, quoi. Je fais ça en 2 jours et je l'ai posté sur 3 Slack. Je crois que je l'ai posté sur ton Slack, d'ailleurs. Mm-hmm. Ou peut-être pas. Si, il me semble que je l'ai posté. Bref, j'ai eu en une journée 78 utilisateurs, quoi. C'est la première validation, celle d'intérêt, celle d'usage. Et ça, c'est super. C'est ça. Très bien. C'est ça. Maintenant, il faut que j'arrive à le faire payer parce que ça coûte un bras. Étape 2. En 20 jours depuis que le service est déployé, ça m'a coûté 120 balles de serveur parce que je scrape LinkedIn et que ça coûte cher. LinkedIn, c'est gros. Ouais, ils font des pages énormes qui mettent du temps à charger. C'est tout parfait pour le scrapping. Parfait. Donc voilà. Cool. Si tu viens de valider une de mes idées, j'espère que ça aidera d'autres personnes. Parce que c'est vraiment un sujet qui est compliqué, je trouve. Et on a tout le temps plein d'idées. Surtout quand tu commences à être indépendant, à avoir un peu de temps. T'as énormément d'idées. En fait, je pense qu'il y a plein de gens, quand ils commencent pas à être maker, ils se disent que leur première idée, ça va les rendre millionnaires ou ce qu'ils veulent, tu vois. Mm-hmm. Je pense que t'arrives à un point quand t'es maker où ton idée, c'est pas d'être millionnaire, c'est juste d'en vivre. Mais au début, tu rêves. Et en fait, c'est ça qui manque, c'est la validation. Comment on valide? Les gens en parlent souvent, mais ils posent pas les bonnes questions. Genre, ils disent, ah, je bosse sur ça. Les autres disent, ah, super. Mais en fait, si tu dis, est-ce que tu serais prêt à l'utiliser? Et qu'il te dit, pas sûr. Là, c'est la bonne question. Tu vois ce que tu disais un petit peu tout à l'heure. C'est pour ça que les amis sont importants pour la motivation, mais pas toujours les meilleurs conseillers quand on est sur le product market fit. Parce que la carte de crédit dite de sympathie où le mec va mettre 20 balles parce que c'est sympa, ceci, cela, c'est pas une validation de produit. C'est le milieu d'Hacker News, c'est l'autre extrême, avec des gens qui critiquent beaucoup et qui sont beaucoup dans je pourrais le recoder moi-même en 3 semaines, le tool que tu viens de me présenter. Mais il faut trouver le juste milieu. Il faut trouver une espèce de, comme tu l'as fait, le poster dans des Slack, aller sur Twitter, aller trouver des communautés où des personnes se disent pourquoi pas. D'ailleurs, si tu suis Guillaume, tu as vu que les Facebook groupes sont des très bonnes communautés, ou en tout cas sous-niche pour certains sujets. Et si tu arrives à intéresser un certain nombre de personnes, il y a des belles choses à faire quand tu vas voir les personnes qui pourraient payer pour, quoi. Clairement. Et Guillaume Moubèche, d'ailleurs, a une stratégie de content aussi absolument folle. Hein. C'est... Clairement, ils font un très bon travail. En plus d'utiliser son propre produit qui l'aide énormément à diffuser encore mieux son message, je pense qu'en plus, quand t'es ton propre client, c'est génial. C'est génial parce que tu fais avancer grave ton produit, quoi. C'est ça. J'ai même vu des indie makers, je crois que c'est la personne qui fait Pigeon CRM, qui est un CRM personnel, qui a décidé de payer pour son propre SaaS. Comme ça, si son propre SaaS n'est pas assez bien, il arrête de se payer lui-même. Tu vois, ça te montre le niveau d'utilisation personnelle de ton propre produit, quoi. Tu te paies et tes clients, et si t'en as marre, tu te vires toi-même. Pigeon CRM. Alors, en plus, c'est rigolo comme nom. Ouais, c'est pas mal. Ça claque plus en anglais, on va pas se mentir, mais... oui. Clairement, chez nous, les pigeons, c'est pas la bonne... C'est pas le bon nom, mais c'est en tout cas assez cool. Je viens de le noter dans les liens, parce que du coup, dans chaque épisode, je mets des liens vers tous les sujets qu'on a parlé. Super. En espérant un jour peut-être les monétiser. Qui sait. On va pouvoir reprendre sur nos petites suites de questions. T'as bien répondu, je pense, et on a bien dérivé sur cette idée-là. Toujours. Donc actuellement, est-ce que tu as d'autres side projects? Est-ce que tu m'as parlé du livre que tu as écrit, donc c'était un de tes side projects. Oui. Est-ce que tu en as d'autres? Oui, j'aimerais bien faire un B2B SaaS à destination des anglo-saxons, des PME anglo-saxonnes. Et là, j'ai commencé à regarder un prototype.
de faire une career page as a service. Donc, quand tu vas sur un site de startup, tu as toujours la page job, rejoignez-nous, carrière. Ces pages-là sont traditionnellement très moches. En France, Welcome to the Jungle fait un travail correct, puisqu'ils envoient des photographes et des vidéastes dans tes bureaux pour faire quelque chose. Mais ça coûte cher, et les boîtes en remote, ou juste les boîtes non francophones, n'en bénéficient pas. Donc avec un copain, on est en train de regarder si on peut faire des career page as a service, où on te proposerait de se plugger sur ton logiciel de recrutement. Donc on serait agnostique sur le logiciel de recrutement où tu mets tes offres. Et on t'aiderait à faire un design beaucoup plus sympa, beaucoup plus stripy, beaucoup plus 2020, pour attirer des candidats qui sont très sollicités et qui aiment voir des teams qui racontent bien leurs histoires. Oui, ouais, c'est quelque chose d'important. Quand tu vois un site de recrutement qui est tout pété, t'as vraiment pas envie de postuler, quoi. Voilà. Et maintenant qu'il y a une petite crise, je t'avoue, je commence à reconsidérer, parce que en faisant mon Customer Development Calls, dont j'en ai parlé à une douzaine de personnes, j'ai eu beaucoup de oui de sympathie, mais très peu de gens qui m'ont dit « j'ai vraiment besoin de ça, je sors ma carte de crédit le jour où c'est prêt ». Et entendre ça, ça veut dire que on a peut-être quelque chose sur le côté CMS, mais on n'a pas l'attraction, ou en tout cas pas une attente incroyable du côté diffusion, ce qui fait que c'est drôle, mais c'est pas fini. Ah, je vois ce que tu veux dire. En fait, le problème, ton problème, c'est que l'intérêt principal, je pense qu'il est chez le recruté, mais pas chez le recruteur. Le recruteur, pour lui, il met une annonce et basta. Et en fait, il comprend pas, il se met pas à la place de celui qui veut recruter. C'est dommage parce que par exemple, quand tu vois Welcome to the Jungle, tu vois bien que l'intérêt, c'est quand même d'avoir un site qui claque, quoi. Tout le monde veut trouver son job sur Welcome to the Jungle plutôt qu'un autre truc parce que c'est la présentation, elle est bien faite, t'as des vidéos, t'as des photos. La vraie c'est super cool, quoi. Exactement. Et la question qu'on se posait, c'est est-ce que tu peux gérer les RH comme le marketing? C'est-à-dire, est-ce que tu peux, en poussant dans une analogie Indie Maker, est-ce que tu peux avoir une landing page spécialisée pour le recrutement plutôt qu'avoir une landing page spécialisée pour le produit, en ayant de l'actualité comme une newsletter à laquelle tu peux t'abonner ou juste du contenu plus régulier qui te permettent de comprendre exactement à travers des vidéos, des blog posts, des témoignages d'employés et te projeter dans l'entreprise en tant que collaborateur. C'est des choses qu'on est en train de définir. Voilà, je poste là-dessus en ce moment. Ok, intéressant. Je pense que personnellement, les RH, c'est vraiment pas un secteur où ils sont... Tu vois, le marketing, c'est un peu comme les développeurs, ils ont appris un peu à faire grâce à Buffer, à d'autres sociétés, des trucs un peu qui scale, qu'on automatise pas mal et du coup qu'on arrive à avoir un bon ROI. Et je suis pas sûr que les RH ils sont habitués à ça. J'ai l'impression que comme ils considèrent que leur business c'est de l'humain, ils veulent y mettre tout leur temps et pas forcément trop automatiser. C'est une vraie question, ouais. Ouais, et du coup, c'est peut-être à ça que tu vas te buter, en fait. C'est que tu vas avoir de l'éducation à faire, et quand t'as ça, en général, c'est... C'est exactement ça. Tu peux pas te permettre de faire de l'onboarding manuel sur un SaaS à $49 par mois, parce que la LTV n'est juste pas suffisante, en fait, pour justifier le temps que tu y passes, quoi. Ouais, est-ce que tu peux préciser ce que c'est la LTV? C'est la lifetime value, si je ne me trompe pas. Oui. C'est donc l'argent que te paie un client, souvent un client qui est une entreprise en B2B, à travers l'intégralité des mensualités ou annualités que la personne va payer pour ton service. Donc une personne qui paye, mettons, $49 par mois, s'il reste 2 ans chez toi, c'est 24 mois x 49, et ça te permet de calculer ton coût d'acquisition qui, normalement, doit être aligné avec ce que la personne te paie au fur et à mesure des années. Oui, c'est en gros l'effort que tu mets, il doit être inférieur à la lifetime value, sinon t'es perdant, quoi. C'est ça, exactement. Ok. En tout cas, intéressant. C'est le seul side project que t'as en tête? Oui, je fais des conférences, j'ai fait des webinaires, j'ai fait du conseil aussi, je fais plein de petits trucs qui m'intéressent à côté. Mais ce qui m'intéresserait vraiment le plus en 2020, c'est faire du B2B SaaS. Et la raison pour ça, c'est que Remotive, c'est drôle, mais j'ai pas ce qu'on appelle Unit Economics, qui veut dire que chaque mois, tu gagnes plus que le mois précédent avec une logique de récurrence. Et cette logique de récurrence que j'ai eue dans mes anciens métiers, notamment chez Buffer et chez Google, c'est quelque chose qui me manque parce que ça permet de faire sereinement, comme nos amis comme Guillaume par exemple, de l'Emist, du content marketing, parce que ton ROI est plus intéressant quand tu sais que tu as déjà une base de clients récurrentes qui sont là, même si parfois ils s'en vont, ils churn. C'est beaucoup plus simple
ou en tout cas beaucoup plus sympathique de prévoir tes coûts quand tu n'es plus en dents de scie, comme je le suis aujourd'hui avec mon modèle de média, avec mon modèle de publication. Ok. Et du coup, pourquoi ce projet, c'est un side project et c'est pas intégré dans l'offre de Remotive? Parce que je pense que c'est important de pas tout avoir sous le même chapeau. C'est-à-dire que pour moi, Remotive, c'est un truc, et là, je me dis que j'aimerais bien avoir plusieurs trucs en parallèle. Ça me permet de travailler avec plusieurs personnes différentes, et puis ça me permet de sortir de cette niche très intéressante qui est le remote, où il y a plein de choses, mais ce qu'on appelle le Total Addressable Market, le nombre d'entreprises qui sont dans ta niche, la niche que je sers aujourd'hui, elle est de plusieurs milliers d'entreprises. Et si je souhaite vendre quelque chose à l'échelle et dézoomer un petit peu, comme par exemple en ciblant les TPE, petites et moyennes, ou PME, petites et moyennes entreprises anglophones, on arrive sur un marché qui est un marché de millions ou dizaines de millions d'entreprises, plutôt qu'un marché aujourd'hui, juste pour le remote, qui est un marché de quelques milliers d'entreprises. Ok, oui. Oui, ça te permet de t'ouvrir à plus de potentiels clients, quoi. Après, les Remotive peut être utilisé en levier de l'autre projet, donc il y a toujours des synergies, si tu veux. Et je ne ferme pas ça non plus. Mais je pense qu'il ne faut pas être trop sectaire non plus sur les sujets. Et la diversification, c'est aussi d'être sur des sujets où tu as du levier, tu as du network, mais tu n'es pas toujours sur qu'un seul sujet, je pense. Enfin, je vois comme ça. Mais je pense que, donc t'as pas encore écouté l'épisode avec Guillaume, mais je te conseillerais de l'écouter, où justement il parle de ça. Il essaie de faire un empire, il appelle ça, sa société mère c'est l'Empire. Oui. Et du coup il fait plein de petits projets qui viennent nourrir sa galaxie de projets, quoi, chacun les uns les autres, donc avec des leviers pour cross sales, quoi. Et je pense que effectivement l'idée que tu es en train de pousser, ça va te permettre de faire ça aussi, quoi. Potentiellement, ouais, potentiellement. C'est vrai qu'ils font des services assez complémentaires, assez intéressants. Puis c'est aussi malin de le faire sous des noms différents, parce qu'il y a aussi des use cases qui sont différents. L'Empod, c'est un projet plus risqué que d'autres projets, par exemple. Donc c'est intéressant de le voir que c'est pas exactement les mêmes marques, parce que quand tu travailles, et je l'ai vécu en bossant chez Buffer, ce qui est une boîte d'API en fait, qui est construite sur Twitter, sur LinkedIn, sur Facebook et Google, s'il y a une relation avec un de ces providers qui tombe, c'est un peu compliqué. Donc c'est intéressant aussi de diversifier avec des boîtes filles, enfin une logique boîte mère en haut et boîte fille en bas, parce que ça permet d'avoir des vases étanches, légalement. Ouais. Il y a eu dans l'histoire de Buffer, il y a eu un truc comme ça, non, avec Instagram, à un moment, il permettait de poster direct Buffer, je crois, et ça a été fermé, non, les accès? Alors Instagram, c'était après que je sois parti. Moi, j'ai été sur des conversations où il y a eu des conversations où, par exemple, certains sites que je ne pourrais pas citer du coup proposaient de rendre leur API payant, mais payant, genre on est vendredi, lundi matin, l'API devient payant, ce qui fait que le business model ne tenait plus la route. On a eu de la chance, on est resté dans ce qu'on appelle grandfather, c'est-à-dire on a eu l'ancien deal qui permettait aux entreprises de l'utiliser gratuitement, ce service-là, parce que si ça devenait payant tout d'un coup, on n'aurait pas pu... le business ne tenait plus la route, quoi, tout simplement. Ouais. C'est vraiment un truc compliqué, ça. J'ai en tête, il y a une entreprise française comme ça qui a dû fermer du jour au lendemain. Je pense que tu connais AppGratis. AppGratis, le nom me dit quelque chose, mais je me souviens plus exactement. C'était une application sur l'App Store qui permettait chaque jour, t'allais dessus et il y avait une application gratuite du jour. T'avais un code promo, je crois, qui était automatiquement appliqué quand tu cliquais dessus, ça t'ouvrait le store et ça, tu pouvais la télécharger. Et c'était un Français qui faisait ça. Ils sont passés de 0 à 60 employés, je crois, en 1 an et demi, truc de ouf. Et dès qu'Apple a vu qu'ils existaient, ils ont dit ça enfreint nos règles, ça. Et ils ont enlevé l'app. Genre, du coup, c'est dur, ça. Fin des jeux, ouais. Fin des jeux. Depuis, je suis le fondateur de cette boîte sur LinkedIn et ils ont créé une autre boîte depuis parce qu'ils avaient engrangé pas mal de cash, donc ils ont pu rebondir, mais c'était tendu, quoi. Ok. C'était vraiment très très chaud. Je comprends. C'est ouf en ligne les interconnexions que tu peux faire et des fois tu te rends pas compte à quel point tu te rends dépendant l'un de l'autre et si la dépendance, si celui qui te provide du service, il dit je suis plus d'accord, c'est tendu. C'est ça, la plateforme te permet de monter très vite, mais tu peux aussi redescendre aussi vite.
C'est pour ça que Shopify marche bien contre Amazon aussi, c'est que les vendeurs aiment se diversifier. Et voilà, et pourquoi il y a plein de gens qui font leurs projets en nom propre à côté de plugins Shopify ou d'autres trucs qui sont vraiment dans des marketplaces, quoi. Ouais. C'est plutôt intéressant comme sujet. Alors, est-ce qu'on peut reprendre sur ma petite trame donc, on a parlé de tes side projects. Donc, une dernière question sur ton side project. Tu alloues combien de temps en général par semaine pour tester une nouvelle idée? Genre, par exemple, là. Side project, j'essaie de faire 1 jour et demi à 2 jours par semaine sur 6 semaines à peu près. Si après ce temps-là, j'ai pas une idée claire de savoir si ça vaut le coup de passer à mi-temps ou ça vaut le coup d'accélérer, généralement, c'est que l'idée n'est pas assez chouette ou m'excite pas assez pour aller plus loin. Ok. Le résultat, en général, de 6 semaines de taf comme ça, c'est quoi? T'as fait une landing, t'as appelé des gens, t'as eu un résultat? C'est ça. Alors moi, je l'explore d'un point de vue plutôt commercial et plutôt customer, parler avec des clients potentiels. Je fais pas vraiment... je peux faire une landing page sur Card, c'est des trucs que je fais, ou sur London, qui me permet aussi de faire une landing page. Mais le gros du travail, c'est de voir si les gens achèteraient. Est-ce qu'il y a assez d'intérêt pour ne pas avoir éduqué le marché? Est-ce qu'il y a assez d'intérêt pour que les gens, il y ait une 50aine de personnes, comme on disait tout à l'heure, qui seraient prêts à faire le trial? S'ils sont pas prêts à faire l'essai gratuit, ça va être la croix et la bannière pour faire la conversion plus tard, sachant que j'ai déjà ma crédibilité personnelle et mon réseau sur la table, qui n'est pas immense, mais qui est suffisant pour que les gens aient de la bonne volonté envers mes nouveaux projets. Donc ça me permet d'ouvrir un certain nombre de portes. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui te freine à essayer certains trucs, ta crédibilité actuelle? Moi, j'ai très peu de... Je crois pas avoir énormément d'ego là-dessus, parce que j'aime bien recommencer des trucs de zéro. Donc j'aime bien, tu vois, j'avais jamais écrit un bouquin, je suis parti de zéro, j'avais jamais fait de petits projets comme Remotive, je suis parti de zéro, j'ai appris plein de métiers en fait, un petit peu différents. Donc je pense pas que ça me freine. Moi je pense que j'ai la chance de raconter plein de trucs sur LinkedIn et Twitter, notamment. Donc j'ai pas mal de gens qui sont prêts à écouter ce que j'ai à dire, même s'ils sont pas forcément d'accord. Donc je peux recommencer de zéro et repartir sur un autre truc, ça m'avantage plus que ça me désavantage, je crois. Ok. Je trouve que t'as de la chance de pas vivre le côté négatif de maintenant il y a plein de gens qui m'écoutent, j'ai une audience et je peux pas faire n'importe quoi. Je pense que c'est cool que tu ne sois pas spécialisé, même si tu parles beaucoup de remote, tu parles de beaucoup de sujets. Et je pense que c'est un gros avantage. Et entre parenthèses, c'est pour ça que j'ai créé la boîte, ce qui était ultra important pour moi. C'est pour ça que j'ai insisté pour qu'on fasse la SARL. C'est que Remotive, c'est son entité propre. Moi, je l'ai fait en nom propre pendant longtemps, ce projet-là. Et je voulais vraiment que ce soit une identité propre qui puisse être revendable, qui puisse être modifiable, où il peut se passer plein de trucs. Mais c'est plus que le projet que je porte, c'est le projet qu'on porte, c'est un des projets que je porte. Donc maintenant, ça me permet de prendre un peu de distance par rapport à ça et pas de confondre mon identité sur le truc que je fais. Je l'ai fait, ça m'a servi, j'en ai bénéficié, mais je veux pas que ce soit comme ça tout le temps, tu vois. Ça fait 5 ans que je suis sur un projet, je suis pas que ça. Oui, si tu veux le vendre, faut clairement que l'homme soit différencié du projet. Absolument. Quoi, sinon, et c'est un vrai problème de il faut avoir ton CRM qui soit prêt, il faut avoir tes clients qui soient... faut faire un projet carré. Et moi, je sais qu'à un moment donné, je m'en détacherai de ce projet-là. J'aurai pas toute ma vie. Je suis assez pragmatique là-dessus. Du coup, il faut que les choses soient faites pour que moi, je puisse aller à mes prochaines étapes quand j'irai à mes prochaines étapes, quoi. Ok. C'est intéressant, justement, parce que mes questions d'après, c'est sur le futur. Ouais, carrément. Du coup... où tu veux aller un petit peu dans le futur? Est-ce que tu as une idée pour toi, ta timeline, c'est en général, tu aimes bien rester sur un projet combien de temps? Combien de temps tu espères rester sur Remotive? En fait, moi, j'ai vraiment un thème de lifestyle. Le projet, c'est le lifestyle. Le lifestyle, c'est pouvoir dire, si je fais bien mon truc, j'ai aucun call récurrent par semaine, j'ai aucune obligation d'être quelque part à une heure donnée, je gagne assez pour faire mes trucs, c'est-à-dire mes coûts de la vie, plus mettre un peu de côté, et je fais des trucs intéressants avec des personnes que j'aime bien. Ça, c'est le projet de base. Aujourd'hui, Remotive, c'est un outil qui me permet de faire ça. Demain, à travers d'autres side projects ou d'autres manières de monétiser mon activité ou mes autres trucs, il se peut qu'un autre projet prenne le pas. Et pour arriver à cette transition-là, il va peut-être falloir que je passe 6 mois, 1 an et demi
à être vraiment la tête dans le sac, à bosser à fond, avant d'avoir un autre truc qui me permettra de refaire ça. Mais moi, ce qui me plaît vraiment dans la vie, dans le futur, et ce que je souhaite faire pour répondre à ta question, c'est d'avoir la flexibilité de mon temps, de ma curiosité, et de faire ce que je veux quand je veux. Ce qui est pas très, ce qui marche pas très bien avec gérer une équipe au quotidien, être beaucoup dans l'opérationnel, etc. Donc je vais vers ça, je vais vers ça à fond. Clairement pas. J'ai l'impression que c'est vraiment une dynamique qui fait écho chez les indie makers, c'est que c'est un peu ça l'idée, quoi. C'est d'arriver à faire un business qui scale plus ou moins seul. Ça dépend, il faut toujours mettre de l'énergie, il n'y a rien à part gagner à l'euro million. Mais il y a rien qui demande zéro temps, quoi. Mais c'est de pouvoir, demain, t'as décidé d'apprendre la guitare pendant 2 semaines comme un fou furieux, tu peux le faire, quoi. C'est ça. Ça va t'impacter un petit peu, mais tu vas survivre, quoi. C'est ça. Indie hacker, c'est comme faire du vélo. À partir du moment où tu arrêtes de pédaler, bah, ton vélo il continue, surtout si tu as une pente qui est un peu sympa. Mais si tu touches pas les pédales, au bout d'un moment, tu te casses la gueule, quoi. Donc il faut remettre au bout, parce que tes compétiteurs ils avancent, parce que le goût du marché il change. Donc c'est jamais quelque chose qui est figé. Et ça, moi j'aime bien travailler. C'est juste que si je travaille avec mes propres critères, je suis quand même vachement plus heureux au quotidien que faire un truc un peu un truc ok, mais pour d'autres personnes où j'y crois moyen, où ça me convient pas comme rythme, quoi. Oui, voilà, un truc où t'es obligé de dire ok, là je prends des vacances pour m'arrêter pour faire un projet, alors que t'aimerais aussi pouvoir juste arrêter pour faire d'autres trucs. C'est ça. Si tu décorrèles ton effort de l'input de l'output, c'est-à-dire l'effort que tu mets de la thune que tu sors, je pense que t'es pas mal. Ouais, clairement, c'est ce que j'aimerais arriver à atteindre. Ouais. Et plein de indie makers aussi, je pense. Carrément. Mais la phrase que tu as dit tout à l'heure, d'ailleurs, elle fait pas mal écho à ce qui revient chez les indie makers, c'est qu'on veut pas faire le prochain Facebook, quoi. Juste arriver à vivre de nos projets et se dégager du temps, quoi. Oui, et puis là, 2020, je pense, personne n'a raison ou tort. Le marché va juste dire que ça va être plus compliqué de lever des fonds en 2020 de toute manière. Donc, les VC et la société et les banquiers et les clients vont se tourner vers les projets qui sont indépendants financièrement, qui ont peu de dettes, qui ont des burn rates inexistants. Donc, tout ça fait que moi, je préfère une petite baraque qu'un grand immeuble acheté à crédit, quoi. Oui, mais en plus, je pense que ça tombe sous le sens de la logique des marchés. Si tu regardes les États-Unis, où ils sont dans une hérésie frénétique d'investissement, et t'as des projets qui sortent et qui font absolument aucun sens, genre l'histoire de la machine qui presse les fruits, là. Ouais. Des trucs où tu dis, mais pourquoi on en est arrivé là, quoi. Et je pense que c'est bien, la course au profit, à vouloir être le premier tout le temps, mais tout le monde n'a pas besoin d'être le premier, et ça peut très bien marcher comme ça, quoi. En fait, un petit peu comme il y avait avant l'ère d'Internet, il y avait plein de petits artisans qui vivaient très bien. Là, on est en train les indie makers, c'est les artisans modernes, quoi. Tu fais ton petit projet qui est plus ou moins artisanal dans ton coin et qui te fait vivre, et c'est très bien, quoi. Et c'est la grosse différence entre ce que tu fais et ce podcast que j'apprécie beaucoup, et Indie Hacker, qui est un site que j'aime bien, j'ai mon profil avec plein d'histoires que je raconte là-dessus, c'est qu'en France, on n'a pas besoin d'avoir une ambition aussi incroyable. Une personne qui devient Indie Hacker à San Francisco, New York ou même à Austin, Texas, qui est le public anglophone de ce site-là, ils ont besoin de casser la baraque, parce que s'ils font pas 100 000 par an, ils peuvent pas vivre, payer leurs factures, faire leur truc. En France, on a un territoire qui est génial, et on parle de la francophonie, donc nos amis francophones aussi, et on a le TGV, on a les avantages de la santé, on a l'avantage de l'éducation, donc c'est plus simple quelque part de vendre à ces gens-là et d'habiter ici que faire l'inverse. Et je pense que là-dessus, on a un décalage duquel on peut profiter, c'est-à-dire être indépendant et faire plein de choses bien depuis la France en vendant ça au monde entier. Oui, clairement. Je pense qu'en France, à partir de, je sais pas, déjà, si tu arrives à te dégager un SMIC en tant qu'indépendant, déjà, tu peux vivre décemment, tu vas pas avoir des problèmes si tu es malade. Enfin, c'est ça. C'est tranquille, quoi. C'est pas non plus. Je pense que en tant qu'indépendant, arriver à dégager un 12 000, 14 000 balles, c'est pas infaisable, et c'est suffisant pour avoir du temps libre, quoi. Parce que si tu arrives à le dégager avec un minimum de récurrence, c'est déjà ouf, quoi. C'est ça. Exactement. Cool, mais je suis content qu'on soit d'accord sur ça.
parce que c'est pas mon inhibition de faire comme Indie Hackers aux US. C'est, en fait, j'ai l'impression que pour moi ça. Enfin, tu vois, on est dans le même groupe Telegram, donc le chantier qu'on parle souvent dans ce podcast d'ailleurs. Et ce que j'aime bien, c'est la proximité des makers qu'il y a. On est tous ensemble à discuter, etc. Et les groupes qu'il y a anglophones, c'est soit tu es sur Indie Hackers, alors je sais pas trop s'il y a un Slack peut-être ou quoi, j'ai pas vu. Mais en tout cas, leurs autres pendants qui sont Makerlog et j'ai perdu le nom de l'autre, mais ouais, Whip, c'est le même délire. Il y a un groupe Telegram où il y a 1200 personnes. Tous les jours, tu vas sur le truc, il y a eu 6000 messages. Enfin, c'est pas du tout personnel, quoi. Là, j'aime bien, on est un petit groupe, on discute, on avance tous ensemble, on s'entraide. Et ça permet d'être pas tout seul. C'est ça qui est intéressant, je pense. La dynamique d'Indie, c'est d'être indépendant, c'est bien, mais pas non plus tout seul, quoi. C'est ça. C'est des bons petits groupes et voilà, le petit village gaulois. C'est ça. De toute façon, c'est toute notre culture, ça. On peut pas y échapper. Encore et toujours au CDI de la boîte de tech. Mais oui, bien, je trouve ça chouette. Ok. Je pense que là, on peut attaquer mes petites trois questions finales, puisqu'on a fait pas mal le tour. J'ai vraiment bien aimé ce petit échange. Du coup, première de mes dernières questions, c'est qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant de te lancer ? C'est que tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Je pense que moi, j'avais au début, je me disais si j'y vais, ça marche pas, ça va être compliqué, etc. Si tu écoutes ce podcast, c'est que tu as des compétences techniques, certainement, ou en tout cas, tu as une certaine compréhension du game qui veut dire que Internet, c'est un peu l'avenir. Et si tu as ce bagage ou cette compréhension, tu es très bien équipé pour faire ta carrière de 2020 à 2050. Ça va bien se passer pour toi. Tu peux aller sur Malte, tu peux aller sur Comet, tu peux aller sur plein d'endroits. Tu auras du travail si tu en as besoin ou si tu es en galère. C'est pas un problème. Donc du coup, que tu lances un petit projet sur les week-ends qui marche pas, la réalité, c'est que tout le monde s'en fout, dans le très bon sens du terme, si ça foire, et que il faut essayer un certain nombre de trucs. Tu trouveras sur les ressources qu'on a dit des groupes avec des gens qui cherchent à peu près les mêmes choses que toi. Avec les autres épisodes du podcast, tu entendras d'autres histoires de personnes qui se sont posées les mêmes questions. Donc du coup, si j'avais pu me donner un conseil à l'époque, c'est il y en a plein qui essayent, il y en a certains qui réussissent, mais en tout cas, tu es vraiment du bon côté de l'histoire professionnelle si tu es en train d'écouter ce podcast et que tu as les compétences techniques pour continuer à construire là-dessus. Ok, stylé. Très bon conseil. Vas-y, deuxième des dernières questions du coup, puisque tu as vraiment très très bien répondu. Je peux rien compléter là-dessus. Selon toi, c'est qui le prochain invité que je dois faire venir dans ce podcast ? Par exemple, l'ami Léo qui fait Hyperping, qui est un bon camarade. Je pense qu'il a plein de choses à raconter. Il a vraiment créé son SaaS depuis zéro. Et ça fait partie des makers qui a un excellent œil sur l'interface utilisateur et l'expérience utilisateur. Et c'est assez rare chez des personnes qui créent leur premier projet, ou en tout cas qui sont au début de leur truc. Il est jeune, il est bon, il est intéressant. Moi, je vote pour Léo. Bon, j'espère qu'il écoutera cet épisode. Si tu peux lui envoyer un petit message aussi pour lui dire ça serait bien, parce que pour le moment, il se sent, il a le petit syndrome de l'imposteur, comme on a tous, et du coup, il se sent pas légitime de venir. Donc, si vous pouvez lui envoyer du love, tous ceux qui écoutent, et lui dire que ça serait vraiment cool qu'il vienne dans le podcast. Ce que vous pouvez faire, qui est super simple, c'est sur le site de IndieMaker.fr, Indie Makers, parce que j'ai rajouté un S maintenant. Il y a Léo, le profil de Léo, vous upvotez, donc pour ça il faut s'inscrire avec l'email, mais c'est juste pour être informé quand l'épisode sort. Upvotez-le, et après partagez sur Twitter le fait que vous avez voté, comme ça il se rendra compte que son expérience est vraiment intéressante pour plein de gens et qu'il puisse venir. Super. Écoute, merci. On en vient à la dernière petite question qui est pour toi. C'est où c'est qu'on envoie les gens qui veulent te suivre, les makers qui veulent te suivre? Alors, je raconte plein de trucs sur Twitter et sur LinkedIn. Alors sur Twitter, mon nom c'est Rodolphe Dutel, R Dutel. Et sur LinkedIn, pareil, c'est là où je mets la plupart des mises à jour. Si vous voulez entendre plus de détails sur le projet, j'ai tout documenté sur indiehackers.com en anglais. Vous trouverez Remotive assez facilement et je partage mon revenu Stripe en temps réel également.
Donc tout est transparent sur le projet, aussi bien les différentes étapes que le revenu en temps réel. Stylé. C'est une feature qu'ils ont fait exprès, Stripe, pour partager le revenu? Je suis pas sûr. Je crois que tu peux faire un view only dans l'API de la courbe de revenus. Après, le fait qu'effectivement Indiecator ait été racheté par Stripe a dû peut-être encourager ce truc-là. Mais à ma connaissance, certains, notamment Baremetrics, qui est un tool branché sur Stripe, faisaient des revenus publics avant que ce soit cool, entre guillemets, pour les indie hackers. Ok. Ah, je savais pas que ça avait été racheté par Stripe et Indie Hackers. Et oui, notre ami Courtland est un salarié de Stripe.com, 35 milliards et plein de bonnes choses dans la besace. Depuis au moins 2 ans, à vérifier sur les données internet, mais au moins 2 ans. Ah ouais. Ouais. Ok. Stylé, je savais pas. Et puis merci pour l'info. Et bah, du coup, on a tout fini. On a tout fini. 1h10 d'enregistrement. Je pense que c'est plutôt cool. Merci d'être venu dans ce. Avec grand plaisir. Merci de m'avoir invité. J'espère que tu as apprécié ce que moi j'ai apprécié. C'était vraiment top. Merci beaucoup. Salut. Bye bye. Ça y est, l'épisode est fini. J'espère que tu as kiffé autant que moi. Merci d'avoir écouté. Merci à l'invité d'avoir pris le temps de venir. Et à dans 2 semaines pour le prochain. Belle journée à toi.